Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la belle victoire des Parisiens 4-2 à Monaco dans un match riche en faits de jeu avec un arbitre qui a perdu le fil complètement. Au final, le seul monégasque qui l'a expulsé, c'est l'entraîneur à la dernière minute. Après un penalty qu'il aurait pu siffler, c'est discutable, tout comme celui qui l'a sifflé aurait pu ne pas l'être, la main de Marquinhos, tout comme il aurait dû absolument expulser Singo sur cet attentat que Donnarumma a subi. Il faut bien se rendre compte que c'est un scandale absolu. Demain, il faut que la photo de Donnarumma agrafée sur toute la joue se retrouve en une de l'équipe. Et qu'on en fasse quand même un vrai sujet de débat sur cette fin de semaine, parce que ce qui s'est passé ce soir est absolument effroyable, pitoyable. L'arbitre, le VAR qui ne l'appelle pas, la suite du match où Singo se permet d'autres fautes qui auraient pu mériter un deuxième jaune. Il y a aussi la faute de Camara sur Désiré Doué, on y reviendra. Bref, un match assez fou. Personnellement, j'ai un peu déconnecté après la faute sur Donnarumma qui m'a vraiment fait vriller. Après le retour des vestiaires, du coup, je m'y suis remis aussi parce que les Parisiens n'y étaient pas vraiment et on se fait un peu doucher à froid. Mais au final, c'est vrai que ce 4-2, avec en plus énormément d'occasions, beaucoup d'arrêts du gardien monégasque, bah ça a tout du match d'équipe, de groupe qui forge un petit peu. Et puis surtout, au classement, bah, tu prends 10 points d'avance sur Monaco. Alors on va attendre le match que Marseille jouera contre Le Havre, du coup, dans le cadre de cette même journée, pendant que nous, on va réaffronter Monaco le 5 janvier. Je sais pas si c'est une bonne idée de les réaffronter, tant cette équipe n'en est pas une. Enfin, ce sont des bouchers, c'est atroce. Au-delà de la dimension athlétique, le fait qu'ils fassent des fautes, pour eux, mais c'est leur problème, la première mi-temps technique est effroyable. Et tu as des joueurs qui sont grands, qui sont baraques, qui font des fautes partout tout le temps, et qui au final sont incapables de gérer des duels dans leur surface sur le but de Gonzalo Ramos sur corner. Parce qu'en plus, les corners ont globalement été bien tirés par les Parisiens. On a eu des occasions avant celle de Ramos qui est transformée. Neves prend une tête en première mi-temps. Je ne sais pas si on se rend compte, le petit Neves d'1m74. Marquinhos aussi. Il met un coup de casque à un moment donné. C'était plus arrivé depuis 2020 avec lui. D'ailleurs, ce soir, son match est très très compliqué. Bref, revenons sur les choix initiaux de Luis Enrique. Bon, de pas convoquer Randal Kolo Muani ce soir. Il y avait Deschamps dans les tribunes. Quand on voit la deuxième mi-temps de Magnès à Cliouche, on se dit qu'il peut pas être insensible. Tout comme cette deuxième mi-temps a tout de l'entretien d'embauche sur une signature l'été prochain. Vous savez où? Vous savez que Luis Campos l'adore, s'il reste, bien évidemment, puisque la prolongation est encore en discussion. Bref, donc sur le 11, le choix de titulariser Désiré Doué. Alors c'est vrai que dans l'avant-match hier, on misait plutôt sur un Doué sur le banc pour le calmer, c'est ce que j'avais dit. Bon, je me suis complètement foiré. Par contre, on a aussi dit que dans les grands matchs de Ligue 1, Lucho aime bien partir avec un faux neuf. Je pense que... Enfin, Marseille, tu as Dembélé faux neuf. Lyon, tu as Dembélé faux neuf. Hier, on émettait l'hypothèse de revoir Dembélé faux neuf ce soir. Au final, c'est pas lui, c'est plutôt Désiré Doué, mais c'est grosso modo la même idée. Quand tu joues contre ce genre d'équipes qui ne sont pas celles du bas de classement, qui mettent le bus, qui t'attendent, et contre lesquelles, bon, t'es un peu obligé de canarder les centres, bah, tu te dis que un joueur un peu plus technique qui va t'apporter à la relance en décrochant, qui va pouvoir lancer tes ailiers aussi sur des phases de contre, c'est judicieux. Voilà, techniquement, c'est vrai que Désiré Doué fait un bon match ce soir dans les prises de balles, la capacité à se retourner, se connecter avec ses partenaires, pas forcément, il y a des passes pas très bien dosées, surtout quand il faut jouer vite, mais je comprends cette idée de jouer avec un faux numéro 9 qui en plus, dans la défense adverse, créer évidemment de l'incertitude parce qu'il se déplace un petit peu partout et les centraux ne savent pas trop quoi faire, le suivre ou pas. Quand il est dans la surface, du coup, il arrive avec un temps de retard. Bon, alors c'est vrai que c'est aussi facile à défendre parce que la plupart du temps, le faux neuf va attaquer le point de pénalty et pas le premier poteau. Et du coup, ce soir, Désiré Doué, en faisant ça, a marqué un beau but. Cette ouverture du score suite à une belle action de Hakimi, lancée par Neves, qui commence le match côté gauche, et il passe à droite quelques secondes avant l'action. Et du coup, il lance Hakimi sur un de ses premiers ballons touchés à droite. Enfin, ça témoigne de la capacité d'adaptation de Neves qui est vraiment exceptionnelle. Et je trouve qu'après sa sortie ce soir,
bah on perd en équilibre. Hein. Voilà, les monégasques nous tournent un peu plus quand il sort. Est-ce que les deux événements sont à mettre en corrélation? Je pense. Tu rentres au vestiaire avec 1-0. Alors, normalement, il y en a 2 ou 3 parce que tu as eu énormément d'occasions. Alors, le poteau, voulu ou pas, d'Hakimi sur son centre-tir. Le face-à-face de Barcola qui ouvre son pied, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Les 2 têtes sur corner auxquelles je faisais référence un petit peu plus tôt. La frappe de loin aussi d'Hakimi qui force le gardien à faire un très très bel arrêt. Donc voilà, pas mal de situations. Et même en seconde, tu en as le très très bel arrêt sur Lee Kang-in, où il repousse sur le poteau Köln. C'est très beau, voilà, c'est exceptionnel. Donc voilà, une vraie production offensive qui donne une dimension positive au match ce soir. Alors après, c'est vrai que, bon, parfois Monaco t'a mis dans le mal en te pressant. Au début du match, les 3-4 premiers ballons, on les loupe tous. Hein. Et je me dis, oula, on est parti pour se faire un peu tourner. Au final, on retrouve le contrôle et le ballon. Il y a certaines séquences où Luis Enrique s'énerve quand même de voir Monaco avec des possessions un petit peu longuées, disons. Mais au final, voilà, ton gardien n'a pas non plus de gros exploits à réaliser. Alors bien sûr, il y a du coup ce penalty sifflé. Moi je le trouve discutable le péno. Je le trouve discutable parce que il n'y a pas de Choki contre. Du coup, bon, la main, tu n'as pas trop le temps de la ranger, tu vois. Et puis surtout, ils vont nous défendre le truc de Singo là, l'attentat terroriste sur Donnarumma, en nous disant qu'il n'en avait pas l'intention de le faire. Mais Marquinhos, vous croyez qu'il en avait l'intention de faire sa main dans la surface? Le 2 poids 2 mesures, bien évidemment. Et puis, alors après, l'autre but, par contre, là, d'Embolo, c'est... Alors, il y a l'action de Marquinhos. Ceci dit, sur le péno, la relance de Marquinhos, alors qu'il n'a aucune pression, c'est lamentable. Et ensuite, se faire prendre à la course par Akliouche, alors qu'il a 4-5 mètres d'avance au départ... Ouf, on en revient au constat qu'on fait depuis 2 ans sur la chaîne, à savoir un Marquinhos qui a perdu en vitesse, en vivacité. Et même sur le centre, tu peux mettre le pied, quoi. Tu peux tendre la jambe pour essayer d'intercepter le ballon. C'est un peu ton rôle, en fait. Et Pacho, je note aussi qu'il se fait prendre par Embolo parce que, non pas que sur l'action il soit ultra fautif, mais à l'échelle du match, déjà en première mi-temps, je me faisais la réflexion, 2 ou 3 fois, Embolo prend le dessus. Et du coup, sur une action fatale, c'est le cas. Donc, il y a peut-être une relation. Safonov, voilà, qui est raide comme un poteau, bien sûr, dans son but. Hein. Il peut peut-être faire mieux sur ce but-là. Autant le péno, il plonge du bon côté, et il est très bien tiré, donc évidemment, on ne peut pas lui en vouloir. On peut même le mettre au rayon positif, si on veut vraiment être gentil avec lui, en disant que voilà, il plonge, c'est vrai, très bien. Mais il est tiré vraiment excellemment bien. Autant sur le deuxième but, c'est un peu bizarre. Le troisième, donc, Gonzalo Ramos, qui rentre voilà, dans son rôle de superstar. Il y a un moment où on a Désiré Doué à gauche, Lee Kang-in à droite et Dembélé en fausse pointe. Je me dis, je veux bien que tu veuilles démarrer ces matchs avec un faux neuf, mais quand tu as Doué et Lee Kang-in, qui sont de très bons centreurs, dans une fin de match où tu dois aller chercher le résultat, et donc potentiellement centrer, ne pas avoir de neuf, heureusement, 2 ou 3 minutes après, Gonzalo Ramos rentre et marque sur ce corner. Comme je disais, franchement, c'est un comble. C'est un comble d'avoir à Monaco des défenseurs ultra athlétiques qui sont incapables de gagner des duels dans leur surface sur un coup de pied arrêté, quoi. Elle est bien tirée par Lee Kang-in, c'est à mettre à son crédit parce qu'il y a d'autres actions où il est un peu moins bon, notamment un centre où tu te dis que... un contre, pardon, où tu te dis que Lee fait office de somnifère. Et puis la tête de Ramos, bien sûr, hein, voilà, il la met, il est là, il est insaisissable. C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est exceptionnel là dans ce rôle de super sub, rentré, marqué tout le temps. Et finalement, c'est difficile à entendre, mais est-ce que ça donne pas raison à Luis Enrique, qui décide initialement de s'en séparer pour un joueur qui dans les circuits va être un peu plus fiable techniquement, et faire rentrer Ramos en fin de match, qui est une valeur sûre, c'est incroyable en fait. Et c'est vrai qu'on le disait aussi dans l'avant-match,
Ramos remplaçant, ah ouais, c'est vraiment... autant Colomboigny, voilà, il y a des entrées où le mec, il est ultra nonchalant, le body language, il le trahit complètement. Autant Ramos, voilà, il triche jamais le mec. Il triche jamais. Il se donne à fond et ça paye tout le temps. Et le but de Dembélé à noter. Sur une très belle passe de Ruiz, il faut le dire. Tout comme il est sur... Attends. Sur quelle action? C'est sur quelle action où il tire? Ah, mais j'ai oublié l'égalisation. Mais oui, j'ai oublié l'égalisation de Dembélé, bien sûr. L'égalisation où il tire et le gardien repousse sur Dembélé. Donc Ruiz qui était déjà là-dessus, qui lance Dembélé, qui pique. Plutôt, j'avais cité l'action de Barcola en première mi-temps où il ouvre son pied, comme d'habitude. Hein. Visiblement, Barcola ne sait pas piquer quand il se retrouve face au gardien. Donc il est assez facile à défendre, c'est vrai, dans les 1 contre 1 quand il vient depuis le côté gauche. Autant Dembélé, là, wow, le geste, je lui soupçonnais pas. Et la célébration derrière est aussi très sympa. Doublé. Et c'est la première fois qu'il marque sur 2 matchs consécutifs au PSG, Dembélé. Donc c'est cool. C'est peut-être pour célébrer les 2 ans jour pour jour de sa finale de Coupe du Monde absolument légendaire, où il sort à la mi-temps avec le péno sur Di Maria, une des plus grosses boosts de toute l'histoire du football. Mais voilà, il faut la célébrer. Il faut la célébrer tous les 18 décembre, évidemment. On pense à la finale perdue, mais on pense aussi à la finale de Dembélé, qui est vraiment à montrer dans toutes les écoles de cirque. Bref. Avant ces 2 buts, la première mi-temps qui nous pond, là oui, je me dis que c'est un hommage à sa finale pitoyable. Hein, parce que honnêtement, je sais même pas s'il y a une action qui réussit en première mi-temps. À chaque fois, il va s'empaler dans les défenseurs. Il peine à se connecter avec ses partenaires. Quand il se réaxe un petit peu, il donne un bon ballon à un moment. Mais ça a été compliqué. Hein. Heureusement qu'il marque ce soir. Hein, parce que sinon, j'étais parti pour le défoncer littéralement dans le débrief. Mais il met quand même un très beau 2e but, il faut le dire. Et le premier, du coup... bah, il est là dans un rôle de renard, hein, c'est vrai. Hein. Donc, tu as Désiré Doué qui se projette bien sur le premier but, Dembélé qui est là à la retombée, donc sur le second ballon, sur le 2e but. Bon, tu te dis que même sans 9, on réussit à marquer des buts de 9. C'est aussi une réalité. Donc ça fait plaisir. Passons aux choses sérieuses. François Le Texier doit être radié de l'ordre national des arbitres. Mais vraiment, il faut l'envoyer au goulag. Il n'y a pas d'autre solution. C'est absolument sidérant. Donc, Singo prend jaune à la 13e. Il y a cette action sur Donnarumma. On va essayer d'être juste. C'est vrai qu'il saute pour éviter Donnarumma. C'est sa seule circonstance atténuante. Et encore, je ne comprends pas l'idée de défendre cette action en nous parlant d'intention. Sachant que la mission première d'un arbitre sur un terrain de foot, c'est quand même de protéger l'intégrité physique des acteurs. Qui là est mise à mal, enfin, le mec il est balafré sur 10 cm quoi. Il est agrafé. Il y en a au moins 10 ou 15. Ça aurait pu aller dans l'œil, lui faire perdre la vue. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Les crampons vissés comme ça, sur la tête. La photo est folle, la photo est dingue. Et à la mi-temps, quand je le vois dans les couloirs avec sa pochette de glace à vouloir en découdre avec le Texier, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais va à l'hôpital, frérot, va à l'hôpital te faire recoudre. C'est pas possible. Alors, donc sur cette action, premièrement, comment tu ne siffles pas de carton jaune, qui serait le second, donc rouge? Comment tu mets pas rouge direct? Ça, c'est les banalités. Comment le VAR ne appelle pas le Texier? Et bien sûr, ce qui rend encore plus fou, c'est ce même Le Texier qui avait sorti lors du Classico à Minarit, qui met un pied donc dans l'abdomen de Marquinhos, et qui était venu nous faire ses leçons de cow-boy en après-match en nous disant alors j'ai vu l'action, et en fait, depuis le début, je vois que c'est un geste dangereux, et quand Marquinhos lève son t-shirt, eh bien, je prends ma décision d'expulser M. Harit, parce que atteinte à l'intégrité physique. Mais là, quand il va voir la gueule de Donnarumma, il se dit pas ça. Il se dit pas ça, le mec. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Honnêtement, alors, quand vous voyez, en plus, avant qu'il y ait les agrafes, du coup, ça devait être ouvert, et regardez la tête des joueurs parisiens qui vont voir Donnarumma. Les mecs qui y vont et qui sont, mais vraiment, les visages sont glaçants. Et l'arbitre ne prend pas la décision qu'il a prise avec Harit, qui, bon les gars, on va pas se mentir, c'était un geste un peu moins dangereux
que Singo. Les deux valent rouge. Et plutôt que de dire oui, tel club est privilégié, tel club a payé les arbitres, unissons nos forces. Je fais un appel à tous les supporters de Ligue 1, unissons nos forces pour dénoncer cet arbitrage absolument cataclysmique. C'est quoi la prochaine étape? Le mec, il va se faire décapiter. Je veux bien qu'en France, on ait coupé la tête de notre roi, mais pas d'un gardien qui n'a rien demandé. C'est un truc, enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et en deuxième mi-temps, vous savez quoi? Le tacle de Camara, où il a enfin, il tacle la jambe décollée, où il arrache Désiré Doué, c'est limite un geste encore pire que Singo, que Singo, parce que Singo, comme je le disais, il saute au-dessus de Donnarumma pour l'éviter. Là, il n'y a aucun geste pour comment dire, pour limiter la gravité, tu vois. Le mec, il y va et il retire même pas la cheville, tu vois. Bon, l'autre, il saute pour l'éviter. Allez, on peut se dire ça. Mais il y a l'intégrité, donc tu prends rouge quand même. Et en plus, second jaune, parce que tu en avais déjà un. Et l'action de Camara, c'est rouge aussi, hein. Qu'on soit bien d'accord. C'est sidérant. Et aussi, Singo qui, derrière, se permet des fautes. Enfin, il y en a une sur un duel aérien en première avec Désiré Doué. Au tout début de la deuxième mi-temps, il y a Barcola, je crois, qui se fait tirer le maillot sur au moins 3 ou 4 secondes. Bah, c'est Singo, je crois. Franchement, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Mais de toute façon... Et je parlais du fait avec Amin Harit lors du Classico pour dire que je suis persuadé qu'au moment de prendre sa décision en première mi-temps, il a le match contre Marseille en tête. Et je sais pas, c'est peut-être inconscient, mais peut-être qu'il se dit j'ai provoqué le tollé là-bas, j'ai pas envie qu'on dise que je favorise le PSG une deuxième fois, tu vois. Je pense que mentalement, il a ça en tête. Je sais pas, mais ça me permet de faire mon lien avec autre chose. Les arbitres, c'est une chose. Le contexte médiatique, bien sûr, encourage tout ça. Enfin, toutes les années, Neymar qui se faisait déglinguer et les mecs qui, dans les médias, nous disaient ouais, il l'a bien cherché, ouais, il provoque machin, il fait des arcs-en-ciel, donc il mérite qu'on lui découpe les jambes machin. Tout ça, ce sont des paroles qui inscrivent dans les mentalités, en fait. Cette idée de laisser passer ça. Chez les arbitres, ce sentiment d'impunité, je pense qu'il est motivé par ce contexte médiatique voilà, qui clairement se fiche de l'intégrité physique des joueurs du PSG parce qu'ils sont 10 fois supérieurs au reste de la Ligue 1. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet arbitrage absolument cataclysmique. Honnêtement, ça fait longtemps, je me demande si j'ai déjà été aussi en rogne contre l'arbitrage. Et il y a aussi l'action de Safonov qui se fait arracher le maillot, là, le thermo, sachant qu'on n'a pas de troisième gardien sur le banc. Exceptionnel, franchement, c'est... Et les deux pénaux. Quelle chose à faire. Celui de Marquinhos, je vous rappelle que contre Arsenal en octobre, il y a la même action, hein. Une petite main dans la surface qui traîne, avec une déviation juste avant, et il n'est pas sifflé pour nous, hein. Quand c'est contre nous, c'est sifflé. Après, Ligue 1, Ligue des Champions, c'est aussi différent. Bref, on a beaucoup parlé d'arbitrage, donc revenons un peu sur les prestations des uns et des autres. Comme je disais, Marquinhos, bon, c'est compliqué. Il y a une action aussi en fin de match où il tacle, il se retrouve complètement par terre. Le dernier péno, là, quand tu tapes, enfin, le tacle est pas très académique, quoi. Enfin, le principe de sauter les deux pieds décollés comme ça, à pieds joints, en guise de tacle, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux, quoi. Et il a de la chance. En plus, il y a Lucas Hernandez, Lucas en difficulté, hein. Ouh, il se prend une drill à un moment par Akliouche, un petit pont par Minamino à un autre moment. Bon, une entrée un peu difficile pour Lucas. Barcola, c'est encore compliqué, hein. Barcola, c'est encore compliqué, assez peu de différences créées. C'est vrai que, voilà, il y a l'action où il est en face à face avec le gardien, il y a des bons retours défensifs. Il y a des bons retours défensifs jusque dans sa surface. Et Désiré Doué, mais aussi beaucoup de bonne volonté. On sait que ça, c'est quelque chose qui compte dans l'esprit de Luis Enrique. Et Barcola, quand il revient, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est propre, tu vois. Genre, à un moment donné, il revient dans la surface, il peut concéder le corner, mais non, il s'arrache, et il va dégager, je crois que ça va même pas en touche. C'est dégagé, ça reste en jeu, tu vois. Bon, Désiré Doué, à un moment donné, il revient, il fait une faute un peu stupide,
Sur Singo d'ailleurs, avec le pied qui traîne un peu. C'est vrai que parfois il y a des petits excès d'engagement chez Désiré Doué défensivement. Il faut y faire gaffe. Après l'action litigieuse contre Lyon dimanche, voilà. Ça, je pense que dans la concurrence, c'est un petit avantage à Barcola, les efforts défensifs. Mais je vais vraiment chercher la petite bête, hein, parce que pour le reste, les prises de balles de Désiré Doué sont... Enfin, la première mi-temps est plutôt bonne. Hein. À la relance, quand il décroche, il joue une touche, ou alors il peut contrôler, se retourner. Il est plutôt bon. Il y a juste un truc qu'il maîtrise pas trop, c'est les contres. Hein. Déjà contre Lyon, il avait annihilé un contre dès le début du match. Là, il en a annihilé un en voulant dribbler Kerrer plutôt que de la passer un peu plus tôt. 2 autres où il fait des passes qui sont mal dosées. C'est vrai que quand il faut jouer vite, quand il faut relancer, c'est pas forcément un contre-attaquant du coup. C'est vrai que là-dessus... mais par contre, la finition, première intention, voilà, petit filet opposé, là, c'est... Ça, par contre, c'est propre. Hein. Honnêtement, la capacité à finir comme ça en une touche, c'est très chaud, Désiré Doué. C'est vraiment très bon. Hein. On rappelle que le but hors jeu qu'il met dimanche est absolument exceptionnel. Et là encore, du coup, un très joli but. Ça fait plaisir. Son premier en Ligue 1, du coup, avec le PSG. Premier d'une longue série, on espère. Mais ce soir, il a encore gagné des points. Bon, au milieu de terrain, j'ai cité l'apport offensif de Ruiz sur les actions décisives. Faut noter aussi voilà, des situations de relance, des situations anodines qui deviennent dangereuses parce qu'il fait n'importe quoi avec le ballon. Enfin, l'espèce de relance en fin de match où il fait une louche qui va en touche. Tu te dis, mais en fait, c'est trop bizarre parce que c'est un joueur, objectivement, techniquement, il est bon. C'est vrai qu'il est soyeux avec le ballon, machin, mais en fait, il est meilleur sans ballon qu'avec. Il apporte plus à l'équipe par ses déplacements sans ballon, sa capacité à se retrouver au bon moment, à faire les appels un peu ingrats qui libèrent des espaces, plutôt que lorsqu'il a le ballon, où il va ralentir le jeu, les passes en arrière, les trucs loupés, tout basique. C'est bizarre. C'est vraiment un joueur bizarre, ce Fabien Ruiz. Vitinha, bon, Vitinha en tant que 6 encore... j'ai un peu du mal. Hein. À un moment, en première mi-temps, quand il fait 6 ou 7 touches de balle pour au final envoyer une passe ultra appuyée sur Pacho qui met en difficulté, je me dis, bah, t'es censé être le leader de cette équipe, tu sais que Pacho il a des difficultés, fais pas ça frérot, fais pas ça. Bon, pour le reste, un match plutôt... Ouais, c'est vrai que le Vitinha de l'année dernière, j'ai aucun match cette saison où je me dis, on l'a retrouvé. Hakimi par contre est exceptionnel. C'est vraiment... Alors c'est vrai que le but d'Embolo vient d'une action sur son côté qu'il délaisse de plus en plus ces derniers temps. Mais offensivement, il apporte tellement. Puis la justesse. Enfin, le petit crochet avant la passe pour Désiré Doué, c'est super. L'action, quand il fait le retour défensif et qu'ensuite il fait un contre un peu tout seul, et au final ça finit sur le poteau avec ce centre-tir, je me dis putain, si ça fait but, c'est extraordinaire. La frappe de loin, pareil. À un moment où ton équipe peine à remonter le ballon, peine à se créer des occasions, et globalement on est dans un temps un peu de latence, on n'est pas très bon, bah lui il va prendre une frappe de loin, tu vois, pour créer du danger, pour créer de l'incertitude chez l'adversaire. Et Désiré Doué, il applaudit tout de suite cette frappe, déjà parce qu'elle est dangereuse, et ensuite parce qu'elle est bienvenue. C'est très très bien ça. C'est des bonnes initiatives qu'on aime. Ça, ce sont des initiatives de leader. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment un joueur transcendé. Bon, le meilleur parisien, objectivement, c'est vrai que c'est le meilleur parisien, peut-être à l'échelle de la saison. Enfin, sur le mois, c'est évident. À l'échelle de la saison, ouais. Parce que les autres ont eu des formes. Barcola, Dembélé, ça s'est limité au mois de septembre, début octobre. D'autres sont un peu baladés partout pour se dire que ce sont les meilleurs. Puis lui, il a un apport statistique, c'est aberrant. Enfin, il y a une stat de dingue que j'ai vu passer sur Twitter, il est à l'origine, c'est celui qui a créé le plus de grosses occasions offensives et le plus de récupérations défensives. Ça te montre toute la panoplie du mec, quoi. Donc c'est vrai que exceptionnel joueur que ce Achraf Hakimi. On se retrouve demain ou après-demain pour débriefer plus en profondeur ce match, parce que c'est vrai que là, voilà, on s'est attardé sur l'arbitrage, il est tard, j'ai pas toute ma lucidité, donc je vais le re-regarder pour aller en détail sur les prestations des uns et des autres.
et Lens dimanche. Lens dimanche, ok? Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like. Et j'ai vraiment pas hâte d'être le 5 janvier pour réaffronter cette équipe de terroristes. J'ai vraiment été déçu de Monaco. J'attendais ce match à fond. C'est une équipe qui me plaisait sur le début de saison. Mais là, enfin voilà, je suis vraiment échaudé par ce qui s'est passé ce soir sur le terrain. Et cette équipe d'émeutiers, vraiment, heureusement qu'il y a Akliouche pour allumer la lumière. Parce que la deuxième mi-temps, et Ben Seghir aussi. Deux petits cracks. Mais mention spéciale à Akliouche, franchement. Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Et prenez soin de vous.